Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il y a quelques décennies, le vote en Algérie était quasi obligatoire. Les élections n'étaient qu'un cachet sur la carte. À voter. Pièce exigée pour n'importe quelle demande à l'administration, y compris pour avoir un toit, un emploi, un passeport, une autorisation de sortie. C'était juste cela, le vote. Personne n'était dupe, ni les candidats, qui savaient très bien que ce ne sont pas les électeurs qui les désignent, ni ces derniers qui ne se font aucune illusion sur leur choix. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les bulletins nuls représentaient alors le plus gros du vote. Les électeurs ont profité du secret de l'isoloir pour dire ce qu'ils pensaient du régime, en des termes souvent très crus, et même des dessins assez osés, pour le moins. C'était là leur seule façon de résister et ils ne s'en privaient pas. Pourtant, le régime a attaché une grande, très grande importance à la participation, parce qu'il en a besoin, parce qu'elle procède de son honorabilité, comme toutes les autres institutions de façade par ailleurs, au point où il a fini lui-même par croire en ses propres mensonges, à une légitimité pourtant concoctée par la fraude et le bourrage des urnes. Et c'est comme ça que ce régime, une pure association de malfaiteurs, on est arrivé à se prendre vraiment et sans faire semblant pour le digne héritier de la Révolution de novembre, pour reprendre ses propres termes. Ces gens ne pensent même plus à sauver les apparences, ni même à faire oublier leur propre turpitude. Ils sont fiches. Ils sont dans une autre dimension. La seule chose qu'ils attendent des foules, qui sont à leurs pieds, est qu'elles aillent voter. Au moins à 20% de participation. C'est tout. Le reste est gérable. Le reste n'a pas d'importance. Juste 20%. Parce qu'il faut un peu de monde dans les rues, dans les bureaux de vote, les habituels pauvres paumés du pays profond qui n'ont jamais compris la différence entre le régime et la nation, et la patrie, et qui croient dur comme fer que l'un et l'autre sont indissociables. La logique serait que de guerre lasse, le peuple n'aille donc plus voter, comme à son habitude, qu'il les laisse faire leur petite soupe, désigner leurs représentants du peuple, leur président et tout le reste, tout le menu fretin, FLN, RND, MSP, PT, toutes les combus politiques, tous les indépendants marrons qui grouillent dans le filet, qui se bousculent au râtelier, des kafzines insatiables qui se sont gavés mais qui se marchent dessus, qui achètent des têtes de liste pour continuer à faire partie du Gotha. Personne n'ignore que le peuple algérien ne vote plus, qu'il a réalisé des taux d'abstention records jusqu'à donner à l'événement planétaire 2 parlements successifs élus au plus bas taux de participation de l'histoire des élections, malgré le bourrage et la fraude. 2 parlements élus à moins de 30%, avec le bourrage, 30% de participation. Cela n'a pas gêné, outre mesure, le régime. Que le peuple l'ait rejeté à 70% et plus ne l'a même pas interpellé. Il ne manquerait plus que ça, qu'il accorde une quelconque importance à de l'indifférence. Non mais. Et de la même manière qu'il a toujours désigné qui devait être président de la République, qui devaient être les partis politiques autorisés, quels journaux devaient être viables, quelles chaînes de télé pouvaient activer dans l'illégalité, quelles autres chaînes de télé pouvaient couvrir les élections par la grâce de la sacro-sainte manne publicitaire, il a toujours su faire marcher l'exploitation, la ferme familiale, acquise par droit seigneurial, par la force, par la manipulation, la subversion. Parce que l'Algérie est leur vraie propriété, celle des caciques du régime, depuis 1962, aussi vrai que 2 et 2 font 4. Sauf qu'ils ne la gèrent pas comme si elle était leur propriété.
cette pauvre Algérie, parce qu'ils n'en prennent aucun soin, qu'ils ne lui laissent aucune chance, qu'ils la précipitent sans l'ombre d'un doute vers l'inéluctable chaos. Et ils ne s'en rendent même pas compte que même confié à de simples épiciers, ce merveilleux pays aurait été plus heureux et mené de meilleure façon que par eux. Il aurait su, alors, s'ils avaient confié le pays à de simples épiciers, qu'on ne peut pas être plus bête, plus sale et plus méchant qu'eux, que leur présence à la tête de ce pays est en soi un critère d'éradication de toute compétence, de toute moralité et de toute bonté possible. Ah, s'ils pouvaient comprendre que c'est leur seule présence à la tête de ce pays qui l'a précipité dans le caniveau, que personne d'autre qu'eux n'a ravagé ce pays comme ils l'ont fait. Non, bien sûr. Des microbes et des virus d'une même affection, d'une même infection, ne sont pas mortels les uns pour les autres. Ils n'auraient pas autant profité, sinon, dans ce bouillon de culture qui est devenu notre triste pays. Alors, pour nous occuper, nous divertir, dans le sens de diversion, ils nous offrent de temps en temps le spectacle de leurs supposées guerres intestines. Et même qu'ils font dire à leur télé de pacotille que la situation est grave. Et en avant le tintamarre de coups de feu à blanc, boum, boum, yadikdouk, reboum, reboum, non, d'un kelb, comme qui a moule le moule. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent ces élections qui arrivent. Les Algériens n'ont plus le choix entre deux options. Voter ou ne pas voter. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas voter. Mais le problème est de savoir comment ils ne vont pas voter. S'ils se contenteront de s'abstenir, de ne pas se sentir concernés, alors c'est comme s'ils avaient voté. Parce que le régime sait y faire. Combler leur absence par le bourrage des urnes, le recours au vote des morts, au double vote de ceux qui n'ont pas voté et de ceux qui ont voté. Ce que craint le régime est qu'il appréhende comme l'annonce de sa fin, et non pas une abstention massive, mais un boycott actif. Et il y a une grosse différence entre l'une et l'autre option. L'abstention est une attitude de résignation, d'indifférence à son propre sort, une passivité condamnable. Le boycott est une posture de résistance, de combat, de lutte, de courage. C'est une affirmation aussi forte, sinon plus, qu'une manifestation dans la rue. Alors, abstention ou boycott? Aujourd'hui. Afrique Connexion, en Algérie, les chômeurs appellent au boycott des élections. Par la rédaction. Liberté. Des partis réagissent aux circulaires adressées aux médias. Législatives. Les boycotteurs dénoncent les textes. Par Mohamed Cherif Lachichi. Al-Watan. Le spectre de l'abstention. Par Omar Berbiche. Législative 2017, abstention ou boycott. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sami Oussadir, coordinateur général des Petits Cars. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Sid Jamel, bonsoir à tous vos téléspectateurs que je sais nombreux. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et depuis Alger, au téléphone, Montassar Boutron, merci d'être avec nous, Montassar. Ah, il n'est pas encore avec nous. Alors, Omar Aït Mokhtar, non plus. J'espère qu'ils seront des nôtres très bientôt. Sami Oussadir, donc ces élections semblent ne pas être comme les autres, au point où elles inquiètent le régime lui-même, qui s'attend très vraisemblablement à une très forte abstention ou à un très fort boycott, on ne sait pas encore. Et vous-même, quelle est votre lecture de cet événement qui arrive à grands pas? Écoutez, d'abord la situation économique et sociale s'est dégradée, continue à se dégrader. Donc la situation politique, vous la connaissez, vous en débattez quasiment tous les soirs. Oui. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée, complexe. Et ces élections arrivent aujourd'hui, en 2017,
gardées en point de mire 2019, on en reparlera, arrivent à un moment où effectivement elles peuvent servir, je dirais, à recautionner internationalement la matrice, le pouvoir algérien. Donc l'enjeu est très important. Cet enjeu-là, je dirais, c'est un enjeu symbolique très important pour le pouvoir aujourd'hui. Je vous poserai la question pourquoi. J'y répondrai. Et pour nous, Ibtikar, donc le mouvement Ibtikar, qui est un mouvement politique et citoyen, nous disons qu'entre les deux termes que vous avez dit, boycott et abstention, nous avons un autre terme, hein, et je vais vous dire quelle réalité pour nous, de quelle réalité il procède. C'est, je dirais, la non-participation active. Alors vous me direz, pourquoi vous ne dites pas le boycott ? Oui. Vous voyez, j'anticipe votre question. Oui, vrai. Nous ne disons pas le boycott parce que nous considérons qu'aujourd'hui, notre société est une société dans laquelle, je dirais, la violence est encore très présente. Elle a traumatisé 2 générations. Un chiffre. Sur 41 millions d'Algériens, 21 millions sont nés à partir de 90, la majorité. Donc ils n'ont connu que la violence de toutes sortes, autant physique que morale dans les rapports sociaux, ou même, je dirais, physiques, hein, avec tout le terrorisme que l'Algérie a subi. Oui. Donc nous essayons de pacifier cela tout en restant dans une résistance et un combat actif. Ce combat-là, c'est la non-participation active. Pourquoi active ? Notre mouvement lance le 5 avril, donc dans quelques jours, une série de spots en arabe, en amazigh et en français, dans les 3 langues, d'une certaine façon, les 2 langues nationales et la langue usuelle de certains Algériens, sur qu'est-ce que des élections. Je dirais, c'est pour nous des spots très importants parce qu'ils vont déterminer d'une certaine façon une forme d'accès à la citoyenneté. Lorsque vous parlez... C'est de l'instruction civique. D'une certaine façon. Vous savez, on essaie de remédier à un manque. Comment voulez-vous constituer société si déjà vous ne formez pas des citoyens ? L'école ne les forme plus, la société ne les forme plus. Notre participation à cela, qu'est-ce que c'est ? C'est des spots je dirais, d'1 minute et demie où on dit voilà les 9 conditions qu'il faut pour avoir des élections. 9, hein ? 9 conditions qu'il faut avoir, qu'il faut réunir pour avoir des élections, je dirais, propres et honnêtes. Est-ce qu'elles sont susceptibles d'être présentes dans les élections qui arrivent, ces 9 conditions ? Dans votre question, vous avez la réponse. Non, je vous en citerai 3. Comment voulez-vous avoir des élections législatives importantes sans avoir son pouvoir garantir le droit de réunion ? On est à 1 mois. Qui peut se réunir aujourd'hui en Algérie pour organiser des réunions, des meetings et autres ? C'est éminemment compliqué. Deuxièmement, comment voulez-vous, et c'était une demande de l'opposition dont nous faisons partie, comment voulez-vous faire des élections propres et honnêtes sans avoir une instance indépendante qui gère les élections et non pas juste qui les supervise. Mais dans les détails des listes électorales... Ou à la limite les deux. Mais une qui gère et une qui surveille. Oui, mais non, si vous permettez, excusez-moi, la même, parce que sinon il y a une déperdition de l'information. Il faut que ce soit la même qui gère tous les processus de A à B. Et puis, 2 autres conditions dont on parle peu, mais que vous avez évoquées, c'est d'abord l'accès aux médias. Comment voulez-vous faire une campagne quand vous n'avez pas accès aux médias dans un pays continent? Et troisièmement, et là aussi vous l'avez évoqué au passage, c'est le financement des campagnes. Quand vous savez, pour être député, comment voulez-vous que les gens croient aux élections? Puis je vais vous dire, malheureusement, les élections chez nous sont démonétisées depuis longtemps. Les premières élections démonétisées ont eu lieu sous le colonialisme en 1936. Déjà, elles ont été truquées. Donc c'est une longue tradition, que ce soit par le colonisateur ou par le pouvoir après. Vous avez cité effectivement la non-participation, je dirais d'une certaine façon, la désertion des urnes. Les Algériens ont déserté les urnes. Il y a une sécession entre, je dirais, la politique. Les Algériens ne vont plus voter, puisque c'est un acte civique. Oui. Donc on rate. Mais ça dépend justement. Si c'est de l'abstention, ça veut dire se contenter de tourner le dos à l'urne, de se coucher, de détourner la tête, ça reste passif. Mais par contre, d'aller sur le terrain, d'aller au charbon, de dénoncer ces élections comme étant scélérates, dénoncer ces élections comme étant frauduleuses, là c'est du boycott actif. Alors, si vous permettez, après c'est une question de sémantique. Et je vous ai dit pourquoi je n'utilise pas le terme boycott. Oui. Nous nous rejoignons, mais parce qu'il est permettez-moi trop violent. Il est trop violent dans une société violente. Vous savez, nous sommes traumatisés. Vous connaissez, c'est nous ou le chaos. Oui. Donc les gens se disent surtout pas, on a peur et autres. Et
puis je vais vous dire une chose qui me paraît aussi importante. Aujourd'hui, ce qui est le plus important pour nous, nous, on a la chance. Je dirais la chance, c'était une chance qu'on a voulu. C'est pas le hasard. On ne s'est pas constitué, on n'a pas voulu être un parti non agréé. Pourquoi? C'est une question. Oui. Nous ne croyons pas aujourd'hui, dans ces conditions, à des élections. Or, un parti est fait pour aller aux élections. Et nous ne tournons pas le dos à la politique, bien au contraire. Nous disons, nous ne voulons pas être dans l'agenda de la matrice. Vous êtes un parti, il faut aller aux élections, ou vous n'allez pas. Nous, à côté de ça, avec d'autres partis et d'autres associations, nous essayons de monter une alternative crédible. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la même démarche que Talal El-Hurriyat de Ben Flis, qui lui aussi parle de Adam el-Musharaka, l'absence de participation, mais non pas de façon passive, comme il nous l'explique, mais en allant sur le terrain plaider la non-participation. Est-ce qu'il ne serait pas lui aussi guidé par ce souci de ne pas choquer par des mots trop violents? Et puis écoutez, je ne pourrais répondre... Puisqu'en fait, c'est du boycott. Bien évidemment. Je ne pourrais pas répondre à la place de Simon Flis, bien évidemment. Mais est-ce que vous estimez que vous êtes un peu dans Écoutez, le même contournement? On peut dire que nos démarches se rapprochent, et tant mieux. Parce qu'effectivement, il faut quand même arriver à converger, on en reparlera, c'est pour moi quelque chose d'important. Il faut converger, effectivement. Mais je reviens à ce que je vous ai dit. Nous ne sommes pas un parti, nous. Nous considérons aujourd'hui que, compte tenu de la situation de la société, il est vain de vouloir un parti. Parce qu'aujourd'hui, aller un parti, d'abord les Algériens, vous leur dites parti, ils vous disent à la tef. C'est encore des gens qui veulent aller au pouvoir et juste au pouvoir. Nous nous disons, nous voulons construire une alternative pour proposer quelque chose d'abord et avant. Et je dirais de façon pacifique. Pour parler des élections en elles-mêmes, ces élections-là qui se profilent, qui sont vraiment des élections très particulières, alors que les pré-campagnes n'ont même pas commencé, et encore moins la campagne. Excusez-moi, je vous coupe, oui, c'est dans un mois. Oui. Donc quand vous dites la campagne n'a pas commencé, il faut vraiment se poser des questions. Mais justement. Et autre chose, c'est que le peu qui est en train de suinter, et je choisis mon mot, c'est que de la pestilence. L'affaire du fils de Ould Abbas, l'affaire de cette fameuse députée qui est membre du bureau FLN, et la réaction du secrétaire général du FLN lui-même, qui vient dire, au lieu de parler de cette grave affaire, de ce scandale, qui vient nous dire qu'il a éventé un complot contre les élections de 2019. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'Ashkara, il y a les échauffourées qui ont conduit même à mort d'homme à Tiaret, à l'hospitalisation de plusieurs personnes. Il y a, par exemple, cette haute instance de surveillance des élections, dont M. Derbel nous dit que sa femme a été séquestrée, on se demande pourquoi il nous parle de ça, qu'il a un combat de 20 ans pour la démocratie, et il dit qu'il accuse ceux qui disent du mal de ces élections, qu'ils veulent clochardiser le scrutin, et curieusement, il arrive et il dit, les deux messieurs qui font partie de la HISE et qui ont été pris la main dans le sac parce qu'ils étaient en même temps candidats à ces élections qu'ils étaient censés surveiller, ce qui est une outrance absolument incroyable. Il dit non, c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est un complot contre nous. Vous avouerez que ce sont des élections un peu... Jamel, je vous sais un observateur acéré de la vie politique algérienne. Merci. Je vous en prie, je suis pour rien, c'est vos qualités. Comment pouvez-vous, une seule seconde, penser, avec tous les scandales que nous enfilons comme des perles depuis des dizaines d'années, voulez-vous que cette situation soit différente? Il y a aujourd'hui un déficit de moralité et d'honnêteté. Pourquoi voulez-vous qu'en ces périodes-là, il ne s'exacerbe pas? Il va s'exacerber, il va continuer à s'exacerber, parce que les enjeux aujourd'hui continuent à augmenter. La situation devient de plus en plus difficile, le système tient de moins en moins tout le monde, et donc on a des conduites de plus en plus, je dirais, borderline, en dehors de la légalité. Mais depuis de nombreuses années, c'est déjà le cas. Mais je reviens à la question que je voulais poser tout à l'heure. Pourquoi ce régime semble-t-il tellement s'intéresser à ces élections? On dirait qu'elles sont cruciales pour lui, que si elles ne se tenaient pas comme il l'espère, ça pourrait être une question de vie ou de mort pour lui. Écoutez, je pense que les élections... D'abord, laissez-moi de vous dire, et ça c'est très important, nous le disons dans nos spots, et je vous dirais que ces spots-là aussi, pour dire, ils seront sur notre chaîne YouTube à partir du 5,
Très donc bien. mercredi. Ils sont aussi à la disposition des associations, des télévisions, des partis. Et nous ne manquerons pas d'y puiser. Parfait. Très Et bien. donc, c'est pour tout le monde. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que là, vous posez la question des élections. Les élections ne sont que le dernier étage de la fusée de la démocratie. Vous avez toutes les dictatures ont des élections. Ouais. Donc dire participer à des élections, ça ne veut pas dire que vous avez une vie démocratique ou un avenir démocratique. Alors pourquoi on en tient aujourd'hui, pourquoi on tient à cela? Entre autres, une des raisons, c'est que bien évidemment l'Algérie a besoin de... Quand je dis l'Algérie, je parle de ses dirigeants, hein, on s'est compris. Hein. Ils ont besoin, pour perpétuer le pouvoir, d'avoir, je dirais, l'assentiment de la communauté internationale. Sur votre plateau, il y a de ça un mois, je disais que l'Algérien se regarde dans les yeux des autres. Donc ça, c'est très important. Nous avons besoin de cette caution dite morale. Sauf que je dirais, nos voisins ou je dirais la situation internationale, les pays en tout cas, ils ont sur nous, ils ont raison, qu'une vision d'intérêt, pas une vision morale. Ce n'est pas à eux qui vont dire si nous sommes démocratiques. Hein. C'est à nous, Algériens, en tant que tels, de contester et de dire qu'il y a un déficit de démocratie. Les autres pays continueront à faire leur business. Ils se suffiront, je dirais, d'un coup de pinceau sur les urnes en disant « Alhamdoulilah, tout est démocratique ». C'est bon, vous savez, un Premier ministre anglais avait dit au siècle passé nous n'avons pas, l'Angleterre n'a pas d'ennemis permanents ou, je dirais, d'amis permanents. L'Angleterre n'a que des intérêts permanents. Et ces pays ont que des intérêts permanents. À nous de défendre les nôtres chez nous et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Nous allons demander à Montassar Bataron, est-ce que Montassar est avec nous? Et sinon, Omar Aït Mokhtar? Il semble qu'il y ait un souci au téléphone. Nous espérons pouvoir les joindre. Sami Siddiq, nous sommes réellement, on le sent, hein, que nous sommes à une croisée des chemins avec cette fameuse chute des revenus pétroliers, avec cette montée un peu sourde d'une certaine inquiétude, avec la flambée des prix, avec l'incertitude des lendemains, personne ne sait rien, avec cette incertitude sur l'état de santé du président, dont on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'il devient. Tout le monde parle de succession, mais on ne sait rien sur cette succession. D'abord, est-ce que ces élections vont vraiment pouvoir se tenir? Et ensuite, à supposer qu'elles puissent se tenir. Et à supposer même qu'elles puissent se tenir à peu près normalement. Qu'est-ce que ça va changer dans l'équation? Écoutez, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Permettez-moi de vous dire, je ne suis pas un parti, nous ne constituons pas un parti. Mais aller aujourd'hui au Parlement, pourquoi faire? Ouais. Dites-moi. Chambre d'enregistrement, levez la main Voilà. quand on lui demande de lever la main. Dites-moi, depuis 20 ans, et je vais vous dire 20 ans pour faire court, hein, Oui. on aurait pu remonter. Oui. Dites-moi une loi importante qui a été à l'initiative de l'opposition. Donnez-moi-en une. Votre réponse est dans votre question. Parfait. Donc, pourquoi aller là-bas? Si vous allez là-bas pour encore être un récipiendaire de la rente, parce qu'il s'agit de ça. Mais c'est le cas. Mais bien Mais évidemment. c'est un secret pour personne. Mais je ne dis pas que c'est un secret c'est un secret pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, le grand problème qui se pose, nous, lorsque nous disons, nous avons l'impression d'avoir fait. Pour nous, nous voulons faire, nous voulons être dans l'action. La parole ne suffit Mais comment? plus. Alors, comment? Je vais vous dire très simplement. Comment pouvez-vous penser, moi j'étais à Alger il y a peu, hein, comme vous le savez, j'ai discuté avec de nombreux membres de l'opposition, hein, et comment, et ça c'est une question que je pose hein, aux membres de l'opposition, hein, comment nous ne sommes pas capables aujourd'hui, hein, dans cette situation-là, de se mettre autour d'une table, de pouvoir dire aujourd'hui nous constituons véritablement un forum démocratique. Nous en avons parlé à Alger, nous continuons à en discuter. Mais je crois qu'il y a un moment où il est urgent d'agir. Parce que quand vous commencez à peser, c'est un rapport de force. Vous voyez, c'est un rapport de force. Là, il faut exister. Il faut exister dans le rapport de force politique. Il faut aller avec des initiatives. Je vous ai parlé de ce qu'on fait, nous,
parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire autre chose. Mais aujourd'hui, si nous t'aidons d'une certaine façon, s'il y a une forme d'union ou du moins d'articulation des forces démocratiques, nous pouvons peser. Et je vous dirai une chose, souvent nous on considère que « ah ouais, ça ne sert à rien ». Je vous dirais, juste tournez-vous vers l'Est, regardez la Tunisie, regardez comment ce pays est sorti d'une situation compliquée. Certes, le chemin est encore difficile. Oui. Ils sont arrivés à faire en quelques années ce que nous n'avons jamais pu faire. Et vous allez me dire que la situation en Tunisie... sans violence. Mais bien évidemment, en tout cas, avec un minimum de violence. Ouais. Vous allez me dire que la société civile tunisienne n'est pas la société civile algérienne. Je vous l'accorde, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. C'est aujourd'hui, il faut que la société politique et la société civile s'assoient sérieusement et non plus, mais je dirais... Dites-moi, excusez-moi de vous interrompre. Où voyez-vous ces forces démocratiques, ce potentiel d'intellectuels, de société civile? Personnellement, j'ai beau chercher, je n'en vois pas. Encore pire, vous savez ce que je suis en train de voir ces derniers temps? Que ce régime a, d'une certaine manière, évoluer dans ses techniques et ses méthodes de maîtrise des façades. Je vais vous donner un exemple. À un certain moment, il avait besoin juste de parlementaires bagara, qui viennent quand on leur demande, ils lèvent la main, ils baissent la main. Maintenant, il a peaufiné. Maintenant, il a compris qu'il lui fallait introduire un élément nouveau qui est celui de la vraie opposition. Pourquoi? Mais à condition qu'elle reste minoritaire. Ça veut dire, il a un RND-FLN majoritaire simple, plus tout autour une agglomération de petites épiceries politiques, d'indépendants, anciens généraux patati patata qui s'agglomèrent autour, et une petite dizaine de pourcents de vrais opposants. Pourquoi? Pour faire du cirque et du cinéma, dans les travées, se bagarrer, hisser des banderoles, des pancartes, crier, taper sur la table, tirer des bouteilles de lait, etc. Et ça permet au régime désormais de dire, traitez ce Parlement de chambre d'enregistrement, regardez comment il nous traite, regardez comment il nous insulte. Vous voyez un peu jusqu'où. Et donc, sinon, à part ça, à part ces petites sphères de vraie opposition qui font dans le cinéma, où est-ce que vous voyez ces forces démocratiques sur lesquelles vous voulez vous appuyer? D'accord. Alors, premièrement, est-ce que le système est sophistiqué? Bien évidemment qu'il est sophistiqué. L'erreur d'analyse et de pensée toujours de ce qui a été dit, que le système algérien politique n'est pas un système sophistiqué. Il est sophistiqué. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me paraît essentiel. Et ça, j'ai eu à le dire plusieurs fois, ça fait 3 ans que je le dis. La situation va bouger. Elle va bouger non pas politiquement, mais économiquement. Il va y avoir une redistribution des choses. Aujourd'hui, ce schéma, je dirais, de gouvernance et de gouvernement n'est pas un schéma tenable. Il n'est pas tenable à moyen terme. À moyen terme, dans la vie d'un pays, ce n'est rien. Alors, quand vous parlez effectivement de l'opposition, moi je ne jette pas l'anathème sur l'opposition, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces élections vont passer. Okay? Il va falloir continuer à essayer de faire quelque chose et d'avancer sur cela. Et ça, effectivement, vous me parlez des états-majors. Mais moi, je vous parle des Algériens quand je vous parle des forces. Vous me parlez d'état-major, quand je dis d'état-major des partis. Hein, oui, j'ai bien compris. Voilà. Je sais que vous avez compris, mais je parle aussi à vos téléspectateurs. Bien évidemment. Et ces états-majors politiques sont d'une certaine façon, et vous avez tout à fait raison, je dirais, aujourd'hui liés à la rente. Hein. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les véritables forces démocratiques, qui sont véritablement les citoyens. D'où l'idée, effectivement, d'aller vers la constitution de citoyens, à aider à cela. Si vous pensez aujourd'hui, ou quelques observateurs pensent qu'on peut passer de rien à tout, c'est à l'heure. Oui. C'est à l'heure. Oui, c'est le travail sur le terrain. Et ça, on a vu d'autres forces politiques qui l'ont montré. Est-ce que ces forces populaires dont vous parlez, ces forces vives, serais-je tenté de dire, mais qui ne sont plus vives du tout, qui ne sont plus là, qui sont absentes, ou du moins qui sont tellement diffuses qu'on ne les voit plus. Comment pourriez-vous les intéresser de nouveau à entrer dans la danse, si je peux dire, à s'impliquer, surtout que ce n'est plus un secret pour qui que ce soit, que le pays, aujourd'hui, est vraiment en péril, que la situation est gravissime. Vous avez raison. Et quand vous dites ça, vous dites aussi ce que j'ai dit précédemment, c'est l'élément temps. La situation est en train de se détériorer.
tout va changer. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui avec, je dirais, aujourd'hui avec nos besoins, avec nos ressources, avec la configuration de ce qu'on appelle une économie, qui ne l'est pas. Avec tous ces domaines-là, je pense qu'effectivement, cela va amener aujourd'hui un changement de carte. Parce que la rente, dites-vous que c'est fini. Oui. La rente, c'est fini. Or, tout le système est organisé sur la rente. Oui, mais on ne peut pas déjà changer dépassé. du jour au lendemain. Non, mais vous allez- Un système bâti sur la seule rente Mais je ne vais peut vous pas dire, demain je se vous mettre dis à 5 produire ans, de la richesse. je vous dis 5 ans, mais bien évidemment, c'est à ce moment-là, vous savez, c'est lorsque les gens sont confrontés à des choses. Hein. Quand vous êtes obligé d'aller travailler vos 8 heures pour produire et pour manger, Oui. là, vous comprenez la chose. Tant que vous n'avez pas besoin de ça. Parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, hein? On a Ouais. construit une fausse classe moyenne. On a construit une fausse classe moyenne à partir je dirais, de notre gaz, hein, je dirais, des gazodollars, comme on dit. Oui, Hein. oui. On a enrichi artificiellement une classe qui ne travaillait pas. Alhamdoulilah, alors, gab el-karrosa, kullish. Ça, vous En tout savez, cas, je vous félicite. Nous avons eu un problème de téléphone avec nos 2 autres invités. Vous avez merveilleusement tenu tout le monde en haleine. Je vous en félicite. Et nous venons d'être rejoints par notre ami Naït Mohamed Mennad, sociologue, qui vient à la rescousse. Merci d'être avec nous. Et par Skype depuis les États-Unis, Zouaimia Al-Arbi. Merci d'être avec nous, Zouaimia Al-Arbi. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum, Azul Fillak, wa tahiyya lekou. Là, je vois que vous invité. m'avez remplacé la barbe. Moi, je l'ai rasée, vous l'avez laissé pousser. Vous assurez Non, la permanence. Je vais entrer en hibernation pour le mois d'avril. L'Arbi Zouaimia, nous parlions de ces élections et des alternatives, ou plutôt de l'alternative qui se profile à l'horizon, qui ne parle même plus de participation, hein, qui parle de boycott ou d'abstention. À votre avis, comment ça va se présenter? Moi, j'imagine que l'abstention sera conséquente, certainement. C'est-à-dire, certainement, il y aura une abstention conséquente, j'imagine. Mais en même temps, en parallèle, je pense que la rente a les moyens, il ne faut pas oublier. La rente a créé des militants de la corruption aussi, qui sont très actifs, qui font un petit peu, qui ceinturent les bases, qui ceinturent la base, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace basilaire. Donc, il faut tenir en compte cette donnée. Bon, personnellement, j'aimerais bien que les gens ne participent pas. Mais ce que je veux dire tout simplement, que les gens aussi doivent respecter certaines limites en matière de liberté des partis. Il ne faut pas tout abîmer, il ne faut pas tout détruire à la fois, parce que peut-être il y a des gens au sein, même des participants, qui sont peut-être c'est légitime, c'est intérieur, ils veulent devenir un bon député. Bon, dans l'absolu, on peut comprendre ça. Mais justement, moi je considère qu'il faut... Bon, il y a une critique, certainement on peut critiquer les gens qui sont allés participer, peut-être il y a certains qui jouent réellement le jeu du pouvoir, mais il y a certains qui ne jouent pas le jeu du pouvoir. Donc il ne faut pas frapper dans l'Arbi Zouaimia. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de ce Conseil des ministres très restreint, nous dit-on, qui aurait décidé de faire endosser aux autorités locales, administratives et sécuritaires leurs résultats, entre guillemets. Ça veut dire, c'est un appel du pied pour dire aux autorités locales, attention, ceux d'entre vous qui feront des résultats trop médiocres devront se préparer à plier bagages. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? De cette façon-là, de cette forme-là, non, certainement, il y a des actions au niveau de l'administration locale, mais je ne sais pas l'ampleur exactement, quel est le contenu des directives, je ne sais pas. Il s'agit d'un pouvoir mafieux, ça c'est sa définition. Il utilise tous les moyens médiatiques. Vous avez la mobilisation médiatique, un nouveau régisseur de la liberté d'expression, un nouveau commissaire du peuple à la liberté d'expression qui est en train de sélectionner, qui est en train même d'émettre une charte. Vous êtes en train de parler de Green? Exactement, c'est ce mot pompeux. Certainement, au niveau local, il y a une mobilisation de l'administration locale, ça c'est évident. Il y a une mobilisation conséquente, c'est-à-dire continue, que l'administration locale joue son rôle. Quitte à une pression à l'extérieur des bureaux de vote, il y a aussi ce qu'on appelle
tous les gens qui sont affiliés au Wali et les partenaires de l'administration locale, je veux dire wilayal, communal, ces gens-là qui ont pris les projets, qui sont mobilisés, ils sont décidés aussi à gagner dans ces élections. Donc il y a une mobilisation, ils ont les moyens, Donc je suis avec vous, j'ai entendu parler de certaines directives. Dans quelle mesure, quelle est l'ampleur, quels sont les walis sélectionnés, quels sont les éléments sélectionnés, les dragues, je ne sais pas quoi. Vous me direz aussi qu'il n'y a rien de nouveau à l'Ouest, c'est une pratique tout à fait usitée. Restez avec nous. Même les services de sécurité, hein, oui. Attention, même les services de sécurité sont, je pense, sont impliqués aussi. Bien sûr, ce que nous avons dit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces élections, de ce qui se profile en termes de non-participation, que ce soit boycott, abstention? On s'attend certainement à un boycott et une abstention en même temps. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire, il y a en Algérie, moi j'ai fait une petite recherche. En Algérie, je trouve qu'il y a environ 3 à 4 millions d'Algériens qui sont liés directement au pouvoir. Donc, des alliés naturels. C'est des alliés naturels, c'est les ministres, par le privilège, les patrons, les industriels, etc. Donc ces 4 millions, ils sont capables quand même d'attirer vers eux au minimum 3 à 4 millions d'autres Algériens par profit. Donc nous en sommes à 8 millions à peu près. Et donc, si vous voyez sur la liste des inscrits pour les élections, nous sommes à 16 millions. 22 millions. Ah, 22 millions. Oui. Donc, sur les 22 millions... Oui, eux, c'est tout ce qu'ils demandent. S'il y a 8 millions d'électeurs, justement, ils vont se baser... Ils sont toujours contentés de 30%. Exactement. Cette fois-ci, ils ont peur de ne pas atteindre les 10%. Exactement. Voilà. Tellement ils ont peur, donc ils ont commencé à utiliser, comme on disait auparavant, ils ont utilisé les moyens rusés comme d'habitude. Donc ils essayent d'utiliser de l'argent, ils essayent d'utiliser les médias et les pouvoirs des instances de wilaya, drague, comme on entend maintenant. Donc, ils ont des directives directement. Quand on prend par exemple l'exemple de Hamid Green, qui a fait cette fameuse charte qui va rester dans l'histoire algérienne, où vous n'avez pas le droit d'inviter sur un plateau de télévision quelqu'un qui appelle au boycott. Non, pire que ça. Pire que ça. Justement, nous devons en parler. Parce qu'à la limite, Sorit de bonne guerre, il dit, écoutez, vous, on vous a choisi. D'abord, comment se fait-il qu'il ait choisi 5 chaînes au milieu de 50 autres, d'abord. Oui. Ensuite, qu'il leur demande de ne pas couvrir ceux qui appellent au boycott, on aurait compris, à la limite, de bonne guerre. Mais il dit ne pas passer ceux qui peuvent décrédibiliser les élections. Ça veut dire même s'il y a un fait avéré, ça veut dire Weld Abbas, son fils, a vendu des têtes de liste. Ça, c'est un fait objectif. Bah oui. Le fait que ça peut décrédibiliser, il ne faut pas en parler. Mais c'est pire que de ne pas donner la parole aux boycotteurs. Donc ça nous donne un certain divorce entre la population algérienne qui va boycotter à plus de 70% ces élections, avec nos politiques qui n'assurent même pas leur travail et leur politique, malheureusement socio-économique. Parce que la société algérienne, maintenant, elle a tendance à penser à comment s'en sortir, vu que le pouvoir d'achat est en dégradation totale. Et le pouvoir essaye de sauver un tout petit peu, entre guillemets, ce qui se passe maintenant en nous important un bateau de bananes. C'est comme si l'Algérie lui manquait que de la banane et de l'ail. Mais ce n'est pas ça du tout le problème. Le problème est profond. Le problème, c'est que la société algérienne a décidé de rompre avec la classe politique algérienne. Elle n'a plus de confiance. Mais pourquoi, la question que j'ai posée à Samuel Sder tout à l'heure, pourquoi ce régime semble-t-il aussi paniqué à l'idée que les gens ne puissent pas participer, alors que c'est dans les mœurs des Algériens de ne pas voter? Ça a toujours été comme ça. Le dernier Parlement de 2012 a été élu à moins de 15%. Mais ils ont gonflé, ils l'ont ramené à 34% et ils s'en sont satisfaits. En tout cas, il ne faut jamais croire les résultats. Oui. Les résultats, ils sont faux. Moi, j'ai assisté aux élections de 2012 à Béjaïa. Les résultats, ce n'était pas ça.
C'est sûr. Ça n'a jamais Mais été pourquoi- ça. pourquoi ils Mais se cette contentent fois-ci, pas ils ont peur, ils ont beaucoup plus peur qu'auparavant pour une simple et unique raison. Ils doivent trouver, comment dirais-je, un pan pour les 2019 qui arrivent, les élections de 2019. Vous pensez qu'ils vont attendre jusqu'à 2019, que Il l'actuel faut chef de l'État il faut va préparer tenir le coup encore 2 ans? Bah, si Il n'y le aura tir- pas de succession entre-temps? Il me semble qu'impossible, ça c'est ma vision personnelle, je l'ai déjà Que dit. ces élections ne peuvent pas être une préparation à la succession? Non, ça c'est une préparation à la succession d'après Bouteflika, mais Bouteflika il va rester. Bouteflika il a une idée dans sa tête, je l'ai déjà dit, je le répète, il va mourir président, coûte que coûte. C'est officiel. Samir Oussedir. Si, Jamal, si vous permettez, d'abord, 2012, c'est le moment où la rente était la plus élevée. Oui, D'accord. 150$. Et là, on a eu un taux d'abstention record. Donc, l'idée de se dire que c'est la rente qui juste permet n'est pas une idée tout à fait exacte. Et si vous permettez aussi, ce qu'on va mesurer à ces élections, ce n'est pas le taux de participation, c'est la capacité à contraindre et à trafiquer les élections. Là, ils sont forts. ils sont Oui, passés maîtres. Mais en- ils sont passés maîtres. Ouais. Sauf que, comme tout le monde, nous sommes en train de le dire, aujourd'hui, les enjeux deviennent de plus en plus déterminants. Donc, ils vont encore... Parce qu'il y a une chose, c'est que depuis 2-3 ans, et ça ne vous a pas échappé, le régime s'est raidi. Oui. Il s'est durci. Oui. Il ne met plus les formes. Vous parlez de la fameuse charte. Qu'est-ce qu'elle veut dire en elle-même? Elle veut dire qu'en fait, ce que nous faisions dans l'informel, il ne faut pas les inviter ou autre, maintenant c'est légalisé, c'est formalisé. Nous avons détourné le droit. Aujourd'hui, et ça, il y a d'autres pays qui l'ont fait, de pays autoritaires, je ne le citerai pas, mais tournez-nous vers l'Est. Ils ont aujourd'hui totalement instrumentalisé le droit. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on parle d'état de droit aujourd'hui, c'est l'état d'un droit qui ne libère pas, mais qui oppresse. Ça tombe très bien, puisque vous faites dans cette subtilité. J'aimerais vous poser une question très claire. Personnellement, je n'ai pas la réponse. M. Green aurait très bien pu convoquer ces 5 chaînes de télévision, leur faire les recommandations qu'il leur a faites publiquement, hein, leur dire attention, ne recevez plus les gens qui appellent au boycott, attention, il ne faut pas passer les gens qui parlent de Ould-Abbas, attention, faites ceci, faites cela. Et il leur dit tout ça en aparté, ni vu, ni connu. C'est ce que je Alors, vous disais. voilà. C'est ce que je vous disais. Pourquoi a-t-il tenu, on ne va pas me dire qu'il ne l'a pas fait sans se rendre compte. Alors, Pourquoi d'abord, a-t-il rendu public une telle outrance permettez-moi dans de vous dire que dans le dans- despotisme, Oui. j'allais dire. Permettez-moi de vous Pardon, dire. lui qui passe son temps à parler éthique, déontologie, liberté de la presse. Oui, mais si Jamel, le cas de Sigrid ne m'intéresse pas, je vais vous dire pourquoi. Non, mais on Attendez, aimerait non, non, comprendre non, les non, mais attendez, ressorts mais je cachés vais vous d'une telle répondre. initiative. Laissez-moi terminer, je vais vous répondre. Je vais vous dire pourquoi il ne m'intéresse pas. Non pas ce qu'il a fait qui ne m'intéresse pas, mais vous me dites, Sigrid, encore aurait-il fallu que dans le système aujourd'hui en place, les ministres aient je dirais une manœuvre, une possibilité de manœuvre. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, un ministre assis, je veux dire, à la table du gouvernement ne pèse rien. C'est quelqu'un qui est vraiment précaire et irrévocable demain. Ce qui veut dire que la question, c'est pas Sigrid, d'une certaine façon, c'est le système central qui a amené à faire ça. C'est Oui, ça mais qui se le pose. système, pourquoi a-t-il opté Alors, pour une mais telle j'y arrive. attitude? Non, j'y arrive. D'abord, la première question, c'est pour vous dire, moi, j'enlève la question de la personne. D'accord. Moi, ce qui me pose le problème, c'est le système. Parce que je vous dis encore une fois que le système s'est raidi, ce qu'il faisait dans l'informel, maintenant, il le fait, comme ils disent, ils le font d'une certaine façon pour bien montrer qu'ils tiennent les rênes. Justement, Parce j'allais que le dire. vous êtes quand même dans une position aujourd'hui où, en interne, et je reviens à l'autre idée, en externe, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est les rapports de force, en quelque fait sorte. Il veut passer en force et il veut dire... Oui, pour démontrer. C'est comme Pour ça. démontrer. Parce que laissez-moi aussi vous dire une chose, ce qui est très important. Et là, je reviens toujours à cette idée d'international. L'international, qu'est-ce qu'il demande à un président dans un pays qui a connu beaucoup de troubles? C'est qu'il chute de dawa. En disant, nous, on tient les trucs, on arrive à faire ce qu'on veut. Et de quelle on manière? passe. Et de quelle manière? Mais vous savez, la manière importe peu lorsqu'il y a des intérêts. Hein, Voilà. Parce qu'il s'agit d'intérêts là aussi. Donc, d'une certaine façon, on montre bien qu'il y a un pilote dans l'avion. Et ça, c'est important.
L'Arabie Zouaïmiya, même question très curieuse que nous nous posons. Pourquoi Green, ou comme le dit Samuel Sdek, le régime qui lui enjoint de prendre de telles mesures, ne le fait-il pas plutôt en aparté? Pourquoi essaie-t-il, comme dit Samuel Sdek, de passer en force, de dire c'est comme ça et pas autrement, les Majbouchal kif kif? Le monsieur, votre invité, moi je me rappelle de lui, je pense que c'est un ancien routier, un petit peu le BSB. Moi je me rappelle de lui en 90, je pense. Ensuite, je me rappelle du monsieur, donc c'est un gars dynamique, monsieur Osdek, mais je voulais tout simplement préciser à monsieur Osdek que la rente, il n'y a pas quelque chose, une hyperbole à peu près qu'on peut mesurer par rapport à l'année, parce que personne n'est sorti déficitaire ou perdant de la rente. La rente continue, peut-être l'année 2014, c'est l'année phare de la rente, vu le montant de l'importation, là exactement l'importation, là où le creuset de cette rente-là, là où le foyer de la rente, c'est l'importation. Moi, j'estime qu'elle est toujours en puissance parce qu'il s'agit de montants, de gros montants qui échappent au circuit bancaire, qui sont toujours actifs. Ils seront actifs ils seront actifs lors des prochaines élections parce que c'est leur commerce. Maintenant, vous m'avez posé maintenant la question. Moi, peut-être que je considère que le régime veut donner une façade d'élection à la communauté internationale, certainement à la France, pour dire voilà, je tiens des élections. Il est en puissance, certainement, il est en puissance, mais tout simplement, peut-être qu'il joue aussi, il joue le puissant, il joue le gars il joue, c'est-à-dire ce qu'on appelle cette le régime autoritaire qui a les moyens de sa politique, qui est capable d'aller au bout de ses projets. Exactement. C'est comme si il a les moyens de la réussite. Il a les moyens. Il a la puissance, mais toujours il doit organiser des élections. Et j'aimerais bien vous rappeler un élément important dans ces élections, ce sont les femmes, ce qu'on appelle l'électorat féminin. C'est très important. Il y a une mobilisation. Une grande mobilisation, surtout au niveau du FLN. Je pense qu'au niveau du RND, il y a ces directives-là avec certains walis. Je ne sais pas comment ça fonctionne entre ces deux entités-là, entre ces deux créatures, mais le vote féminin est ciblé. Il y a une mobilisation, il y a un embrigadement à la soviétique, ça c'est sûr. Qui va être fait le jour des élections. Donc, même si au niveau des urnes, au niveau de la salle, au niveau du centre du vote, on ne peut pas peut-être tricher en nombre, mais on exerce la pression en vue d'orienter le vote. C'est ce que peut-être relèvent certaines observations des Nations Unies, que l'Algérie ne vit pas exactement les élections. Il n'y a pas d'élections libres parce qu'il y a une pression politique, il y a une pression, c'est-à-dire clanique, il y a une pression de la corruption et de la rente qui s'exerce sur les élections. Donc, peut-être à un moment donné que le pouvoir n'a pas à aller tricher dans les chiffres, mais il aura des résultats. C'est ça ce que... Merci, L'Arabie Zouaïmiya. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Je me permets de vous interrompre. Mined Naït Mohamed. Moi, je ne suis pas d'accord avec Samuel Sdek, alors que d'habitude, je suis tout le temps d'accord avec lui. Parce que je considère que ce régime est suicidaire en adoptant de telles attitudes. Réellement, il est suicidaire. Par exemple, à l'endroit des journalistes qui viennent d'humilier d'une façon absolument... Ça veut dire qu'il est en train de leur dire, vous n'êtes rien. Vous faites ce qu'on vous dit de faire et vous vous taisez. Et c'est pareil pour toutes les autres mesures qu'il est en train de prendre. Il veut forcer le passage, il veut s'imposer comme le pouvoir autoritaire capable de s'assumer, mais en fait, moi, personnellement, je considère que c'est proprement suicidaire, que ça peut mener à une vraie dégradation de la situation. C'est vrai que la situation peut se dégrader à n'importe quel moment, vu le pouvoir d'achat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, il faut le souligner, il ne faut pas le négliger. De deux, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la préparation de l'après Bouteflika. Vous savez, comme tout le monde, il y a ces changements un peu spéciaux par rapport au directeur de la Sonatrach, de Naftal. Air Algérie, c'est-à-dire les grands industriels en Algérie, on les a bien préparés à l'avance. Donc, pour ceux qui veulent marcher dans notre sphère et sur notre ligne, il n'y a pas de souci. Pour les autres, ils n'ont qu'à travailler les élections.
Je suis d'accord avec M. Seddir qui vous dit que c'est une manière de montrer que le pouvoir est très puissant. Le mal dominant. Oui, il est dominant, le mal alpha. Pourquoi? Vous écrivez mal de deux façons. Oui, mais c'est les deux. Ah ben, on est d'accord. C'est les deux mal, justement, Oui, les deux lui pense que définitions. c'est E à la fin avec un accent circonflexe sur le A, mais nous, on le perçoit comme étant le mal Donc, souverain. permettez-moi de vous continuer. Donc, ils ont bien ficelé l'opposition, première des choses. Et les alliés aussi, ils sont là, ils utilisent, il ne faut pas aussi oublier, entre guillemets, le pouvoir de l'argent qui est entré dans les élections algériennes. C'est un pouvoir. Et comment il est rentré? Ouais. C'est un grand pouvoir. On ne s'attendait pas à ça. Même les analystes ne s'attendaient pas à un tel pouvoir. Sami Seddir, nous arrivons bientôt à la fin. Le mot de la fin. Parfait. Mais écoutez, lorsque je vous disais effectivement que c'est un non-événement, je dirais d'une certaine façon, c'est la continuité du régime. Hein. Il assure sa continuité en donnant un vernis démocratique. On a parlé des clientèles du régime qui sont effectivement là. Les oligarques, ça a été évoqué d'une certaine façon. Il y a beaucoup de correspondances avec le modèle russe, hein, mais on en reparlera un autre jour. Alors laissez-moi juste vous dire, parce que j'ai commencé, je vous ai dit, on parlera de 2019. Vous l'avez évoqué, je reviens là-dessus. L'enjeu est là. L'enjeu est là et je vais vous dire pourquoi cet enjeu est là. Nous avons 2 ans, et je le dis solennellement devant vous, nous avons 2 ans pour essayer de construire et de proposer un modèle différent. Alors vous allez me dire, il va y avoir beaucoup d'handicaps. Mais si nous qui nous disons à l'avant-garde d'une certaine façon de ce combat-là, si nous ne sommes pas capables, de mettre de côté nos égos, de penser à cette Algérie et à son futur, quelles que soient les élections, ça sera très compliqué. Les carottes seront cuites. Merci Sami Seddir, merci Mennad Naït Mohamed, merci l'Arabie Zouaïmiya. Désolé pour nos invités d'Alger que nous n'avons pas pu joindre, je ne sais pas pourquoi. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Qawa ala khair, b'slama.